Benoît Delépine, bonjour. Bonjour. On va commencer par une question, on vous connaît, mais quand même. Vous avez un parcours atypique, HEC, Canal+. Non mais attends, ça à chaque fois je reviens là-dessus parce que si j'avais fait HEC, je ne serais pas là, je serais en train de diriger une des entreprises du CAC 40. Prépa HEC. Ouais, voilà. Bon, voilà, continue. Voilà, prépa HEC, Canal+. Alors ça, oui, Groland de Ouais, Les ça, c'est Guignols, sûr. auteur pour Ouais. Les Guignols. Cinéaste, première réalisation tout seul, et puis après avec votre compère Gustave Perverne, pour aboutir finalement à un prix spécial du jury, Un certain regard, et aussi à un ours d'argent à la Berlinale. Est-ce que vous pouvez me parler du coup de ce parcours idéal pour devenir cinéaste? Mais en fait c'est assez compliqué parce que c'est vrai que ça paraît un peu aberrant vu de l'extérieur, mais j'ai deux explications à ça, hein, mais maintenant je peux me tromper. Mais c'est effectivement venant de la campagne, parce que mon père était agriculteur, et puis bon, mais ça a été, on peut dire que j'étais rejeté par un peu tous les milieux que j'ai côtoyés depuis le début, quoi. C'est-à-dire que du côté agricole, je savais que j'étais pas fait pour ça. Enfin, mes moult travaux des champs m'avaient prouvé les moqueries des ouvriers agricoles m'avaient montré que c'était vraiment pas mon truc. Puis ensuite, ma vie m'a amené à aller dans plein d'autres petits domaines différents, mais faire plein de travaux d'été différents, de stages différents, etc. Dans la grande distribution, dans la poste, dans plein de domaines, dans le commerce, dans ceci, dans cela. Et à chaque fois, je me disais, c'est vraiment pas fait pour moi, et donc je voyais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire de ma vie en fait. Et finalement, j'ai été sauvé grâce à la bande dessinée, grâce à l'époque, quand j'étais gamin, à un pilote et Charlie Hebdo, Harakiri, enfin, la bande dessinée, parce que le frère aîné d'un de mes potes d'école lisait tous ces journaux-là, et le fait simplement d'aller en ville, à Saint-Quentin, et de découvrir ces lectures très différentes de ce à quoi j'étais habitué dans ma campagne, je me suis dit, tiens, voilà, un autre monde est possible. Et à partir de ce moment-là, mon but, c'était plutôt contre la volonté parentale, mais d'essayer de faire de la bande dessinée. Mais ça a jamais été. Ça a d'abord été passe ton bac d'abord, après fais une école d'abord, et puis après c'est toujours été fait. Trouve un travail d'abord, puis finalement je me suis rendu compte que ce faisant, j'ai pas pu faire de la bande dessinée parce qu'il y a un truc de base dans la bande dessinée. J'aime dessiner, hein, je continue de le faire, mais il faut savoir très bien dessiner. Et donc là, c'était un peu perdu à partir de la vingtaine. Enfin, il fallait. Mais au moins, je me suis quand même dit, tiens, je vais faire un journal de bande dessinée. Je vais faire un journal de bande dessinée. Ça m'a amené à écrire. Et puis, de fil en aiguille, à faire un vrai journal à Paris. Puis ensuite, à faire des sketchs pour Canal+. Et ensuite, des scénarios pour les longs métrages. Et effectivement, réaliser au bout du compte. Parce que la réalisation, même si à aucun moment. Enfin, toujours des gens mais que j'admire qui disent toujours ah mais mon rêve ça a toujours été d'être réalisateur, j'ai réalisé mon rêve. Moi j'aurais jamais même osé rêver d'être réalisateur, mais il se trouve que quand on force d'écrire des histoires et à force de les voir réalisées par d'autres, c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas moi, pourquoi pas nous, en tout cas avec Gustave. Peut-être que tout seul j'aurais pas sauté le pas, mais avec Gustave tous les deux on s'est dit pourquoi pas nous. L'école de la vie, c'est celle qui vous intéresse le plus et qui constitue peut-être le socle sur lequel vous vous appuyez avec Gustave, justement, pour construire vos films. Moi, l'école de la vie, oui, bien sûr, on y a droit, tout le monde y a droit à l'école de la vie. Hein, donc, non, oui, bien sûr, non, nous, c'est surtout bizarrement l'école de l'imagination qui nous amène à rencontrer la vie. C'est-à-dire que quand on pense à nos histoires, nos personnages qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous émeuvent, plutôt que de les mettre dans des cadres, on va dire, le plus souvent usités dans le cinéma français, eh bien nous on a décidé de ces histoires-là, de les faire se passer chez les gens qu'on ne voit jamais au cinéma, c'est-à-dire les gens majoritaires. Votre premier film, c'était Michael Cole contre la World News Company, que j'étais personnellement allé voir en salle. Bravo. Mais depuis, vous n'avancez plus seul. Ou alors peut-être que Gustave était déjà là.
Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais pas seul, hein, non, j'étais pas réalisateur du tout d'ailleurs, même sur ce film. Mais c'est vrai que c'est moi qui avais porté le projet quand même, parce que c'est quand même moi, c'est vraiment moi qui avais écrit le scénar et qui avait embringué tout le monde là-dedans, mon producteur, le réalisateur des Guignols, Christophe Smith, enfin, puis tous les gens que je connaissais à l'époque, Moustique, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une histoire, c'est toujours une vue de l'esprit, et puis quand on arrive à convaincre plein de gens de monter dans le rafio, à la fin, même si le rafio s'écrase sur les récifs, on en est responsable, même si on n'a pas été, même si on n'a pas été réalisateur. Mais c'est vrai que après ce film-là, j'étais vraiment carbonisé dans le cinéma français. Enfin, c'était même pas la peine d'y penser refaire un film, quoi. Alors que j'avais signé pour le 2. Hein. Ah ouais. J'ai dû rendre le chèque du scénario pour le 2 parce que ça a été tellement une catastrophe que je me suis senti gêné d'avoir été payé pour écrire un deuxième. Donc en tout cas, c'était vraiment très mal barré. Il a fallu vraiment d'abord la bande dessinée, parce que j'ai fait 3 albums de bande dessinée avec Stan Evans, et puis la rencontre avec Gustave, et puis avec Gustave, avant de faire des films, on a fait plein de petites micro-séries pour Groland, et bon, là, on s'est dit, là, ça y est, j'ai trouvé un compagnon d'abordage. Parlons des faciles historiques maintenant d'une manière assez globale, ils surfent sur ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi la digitalisation de la société. Est-ce que vous diriez que vos films, ils militent pour des causes, ou au contraire, ou en complément, que comme ce que vous faisiez à l'époque pour les Guignols, que vous posez juste un regard amusé sur un monde théâtre dans lequel on vit? Non, enfin, bah oui, c'est sûr, mais la petite différence quand même entre le regard amusé, c'est seulement, oh là là, enfin, ça m'amuse, mais c'est pas seulement ça. Enfin, on va dire qu'à titre personnel, c'est vraiment nous-mêmes, on se sent dépassés, enfin Gustave et moi, par rapport à tous les phénomènes dont on parle dans le film, on est carrément largués, quoi. Enfin, et c'est un regard apitoyé sur nous-mêmes, on va dire plutôt, parce que c'est quand même absolument dingue qu'un mec de 60 ans comme moi puisse se retrouver en train de pleurer tout seul chez lui parce qu'il en est à son 40e coup de fil et qu'il arrive à joindre personne et qu'il ne voit pas du tout comment il pourrait améliorer la situation. Donc c'est quand même... est-ce que c'est seulement après coup que j'ai un regard amusé? Je me dis, putain, c'est pas vrai. Enfin, je me marre de mon propre malheur. Je dis, quel malheur, quoi. Et ça me fait rire, parce que quel malheur d'en arriver là. Et effectivement, vis-à-vis de nos personnages, c'est aussi ça. On les met dans ce film, dans une espèce de lessiveuse contemporaine, de choses qui ont été créées soi-disant pour leur faciliter la vie, mais qui leur compliquent la vie et qui en plus les poussent au chômage. C'est quand même ça la réalité de ce qui est en train de nous arriver. En conférence de presse à Berlin, Corinne Mazero, elle a totalement assumé son côté militant. Vous étiez un peu plus en retrait, ou en tout cas vous le mesuriez davantage, le propos. Est-ce que, face à un parterre de journalistes qui n'attendaient que ça, la question politique, le festival de Berlin est vraiment un festival politique, donc la question politique, il faut qu'elle vienne, est-ce que c'est parce que vous aviez conscience quelque part d'un certain privilège que vous avez à être cinéaste, par exemple? C'est vrai que c'est compliqué d'être cinéaste et d'être en même temps sur les ronds-points. C'est pas évident, quoi. Mais elle, ça l'a pas gêné du tout. Elle le faisait souvent. On n'arrêtait pas de se téléphoner. Elle était sur les ronds-points à fond avec les gilets jaunes. Et franchement, elle nous a même dit que ça lui avait sauvé la vie, que l'on avait ras-le-bol de manifester pour rien et d'être. Donc voilà. Nous, simplement, avec Gustave, le problème, c'est en tant qu'observateur, on était. Enfin, c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais on avait écrit un film entier qui avait prévu les gilets jaunes. Enfin, c'était un film où le mec, c'était le gilet jaune qui. Enfin, sauf que c'est arrivé en vrai, donc nous, on a dû foutre en l'air un an et demi de boulot, le mettre dans une poubelle, en se disant, bah, c'est bien, en même temps, c'est génial, c'est arrivé, donc on était très content que notre film Le Grand Soir, il y a des gens qui ont montré que non, c'était possible, qu'il fallait quand même pas aller trop loin, qu'ils étaient complètement, ils n'étaient pas des pigeons complets, quoi, que vous pouvez pas à la fois
les pousser à aller habiter dans des lotissements à 15 bornes des villes, leur donner le crédit pour ça, leur donner le crédit pour des bagnoles hyper chères diesel, mais en leur disant vous inquiétez pas, vous allez payer 0,80 €, vous allez pouvoir aller à votre boulot et en vacances, et puis du jour au lendemain, on leur fait passer 1,50 €. Franchement, il faut quand même être un peu con pour pas comprendre que ça allait péter. Mais ça aurait pu ne pas péter. Là, ça m'aurait beaucoup plus gêné. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus aucune limite. C'est-à-dire que le pouvoir pouvait faire absolument n'importe quoi. Donc heureusement, ça a pété. Après, s'investir complètement dans le mouvement, c'est autre chose dans le sens où, mais avec raison, ils avaient décidé de ne pas avoir de programme, de ne pas avoir de leader, de pas. Donc on les écoutait. Un jour, enfin, tu vois, ça bougeait dans tous les sens. Donc c'était vraiment très compliqué de prendre complètement parti pour un tel, pour tel, parce que tout était dit et l'inverse. Donc c'était un peu complexe, on va dire. Mais en tout cas, sur le fond lui-même, on était d'accord vraiment à 100%. Du coup, pour effacer l'historique, comment vous avez pensé et construit le casting? Bah, à partir du moment où on était plus comme dans notre ancienne version sur un seul personnage qui avait accepté d'incarner Denis Podalides, qui est vraiment un mec extraordinaire, parce que elle vu dans un bar à côté de la Comédie Française. Là, on voulait lui expliquer notre scénario de la première mouture, d'ailleurs on a commencé, puis il nous a dit mais je m'en fous, je le ferai de toute façon. Donc ça c'était vraiment chouette de sa part. Ce qui avait aussi permis d'embrayer le processus de développement du projet, de trouver notre productrice, etc. Mais bon, comme je l'ai dit, notre projet a été avorté, donc ce qui fait qu'ensuite on est parti sur un deuxième projet. On s'est dit il vaudrait mieux que ce soit des anciens gilets jaunes, et puis il vaudrait aussi mieux parler d'un problème qui est plus global encore que celui auquel on a eu à faire face les gilets jaunes, c'est-à-dire les GAFA. Et puis parler des femmes dont on avait beaucoup parlé pendant les Gilets jaunes et dont on s'est rendu compte qu'elles étaient trop absentes dans nos films, parce qu'il y a eu beaucoup d'ailleurs pendant la révolte des Gilets jaunes, il y a beaucoup de femmes qui se sont mises à parler. Il y a le problème des femmes monoparentales et des filles obligées de vivre justement toutes seules dans leur maison après avoir eu des problèmes familiaux, etc. etc. Et donc on s'est dit c'est incroyable qu'on ait occulté ce côté-là, donc on va privilégier. Il faut qu'il y ait deux femmes qui s'adjoignent à notre dodo du départ. Et c'est là que, pour Corinne Maziero, c'était une évidence. Elle était, réellement sur les barricades, on va dire, et puis on la connaissait depuis longtemps. Elle avait été au jury du festival du film grolandais, elle avait tourné un film avec Gustave qui n'est jamais sorti, et puis on s'aime bien, quoi. Donc, elle, c'était une évidence, mais pour Blanche, qui venait d'exploser dans le sens où son spectacle nous avait... on était effarés d'autant de justesse, d'autant d'humour, d'autant de force, d'autant d'honnêteté de sa part, d'autant de courage de la part d'une fille de balancer des trucs aussi incroyables. Et puis surtout de le faire avec un tel talent que le public entier, quelle que soit sa condition, tout le monde est là, écoute ça en se disant c'est pas vrai, je pense si elle est en train de dire ça, mais comment c'est possible de dire ça, mais elle a raison en plus, etc. etc. Donc cette femme-là, elle nous a subjugués quand on est allé voir son spectacle, et il a fallu simplement la convaincre de venir rejoindre le projet, quoi. Une petite question sur le lieu où on se trouve. Quel effet ça vous fait de vous retrouver, contrairement à ce qu'affirme honteusement, je tiens à le dire, Vincent Lacoste dans le film, à Rennes, la ville où a été inventée la galette saucisse? Ah bah ouais. Bah là quand même, là, écoute, mais Vincent Lacoste, t'as vu, hein, il le dit bien. Hein. Bah là, c'est une consécration. C'est une consécration. Mais t'as vu, c'est un peu un escroc, hein, quand même. Désolé, on ne vous a pas mis le personnage le plus reluisant, hein, mais bon, il le fait bien. En tout cas, il fait bien son travail d'escroc. J'aime bien les gens qui font bien leur travail, hein, avant tout. L'humour, le regard à la fois acide et tendre que vous portez sur la société, mais aussi vos personnages, ça caractérise un peu votre style, et ça forme une poésie que les spectateurs ou les critiques ont remarqué. Quelle place vous accordez-vous à la forme, à l'art dans vos films? Est-ce que c'est un processus amont ou aval? Ben, alors, si tant est que l'écriture soit un art, ben déjà ça commence par l'écriture. Donc, franchement, on essaye déjà d'écrire des choses qui n'ont jamais été écrites. Donc, à chaque fois, c'est quand même le phénomène de la page blanche, il est quand même là. Hein. Enfin,
que ce soit dans l'écriture de la situation, déjà du thème général de la situation, mais aussi des dialogues et des gags, etc. On essaye d'être carrément, enfin de se surprendre nous-mêmes et que ce ne soit pas du déjà vu. Donc, alors, est-ce que c'est une forme d'art? Peut-être. Après, il y a la deuxième forme d'art, qui est l'art cinématographique en tant que tel, mais l'écriture en elle-même fait partie de l'art cinématographique. Mais comme son nom l'indique, dans cinématographique, il y a graphique. Et donc, effectivement, pour nous, c'est c'est peut-être pas notre film le plus artistique, mais quand même, à chaque plan, on essaye de faire un truc qui soit étonnant, singulier, à aucun moment on se dit bon bah là on pose la caméra, hop, c'est fini. Non, à chaque fois c'est un pataquès, c'est une espèce de réflexion avec Gustave, moi et Poulain, notre chef opérateur, pour faire quelque chose qui est quelque chose d'un peu bizarre, ça soit pas, qu'on puisse pas se dire tiens ceci est une série française, tu vois, il faut qu'on se dise tiens c'est quand même bizarre, lui c'est flou, là qu'est-ce qui se passe, tiens il y a un petit truc au fond, pourquoi il y a ce son qui est bizarre, on essaye toujours d'avoir quelque chose, par exemple le hacker appelé Dieu dans le film, il aurait pu, tous les hackers sont plutôt dans des bureaux chez eux, avec une montagne de cartons de pizza autour d'eux, quoi. C'est l'évidence, quoi. Mais après, il faut avoir l'idée de le mettre dans une éolienne pour détourner et faire de la monnaie virtuelle. C'est une idée rigolote, mais c'est surtout ça c'est venu parce qu'on n'avait pas envie de tourner une scène de plus dans un bureau. On a envie qu'il se passe quelque chose de graphique et qu'ils partent à l'aventure tel des Don Quichotte qui affrontent les moulins à vent, et là ça nous paraissait parfait. Et donc ça veut dire tout de suite des plans très intéressants, et donc s'il y a une question d'art graphique là-dedans, c'est dans ce type de réflexion en fait. Je change complètement de sujet. Vous aviez monté une société de production qui s'appelait No Money Production. Toujours là. Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'elle est rentable suffisamment? Non. Hors de question qu'elle soit rentable. Non, mais en fait, No Money Production, c'est pour ça qu'on l'a fondée pour plusieurs raisons. Déjà, on s'est aperçu que même nos producteurs qu'on adorait, avec qui on se tapait toujours dans la main en disant 50-50, etc., puis il n'y avait jamais de bénéfice. Donc on avait toujours 0, eux 0 aussi, sauf qu'ils étaient toujours dans des grosses voitures. Alors on s'est dit, il y a une couille quelque part. Non mais où est la couille, quoi? Donc peu à peu, on a appris ce qui se passait derrière notre dos, bien sûr. C'est qu'en fait, une société de production, quand elle produit un film, il y a les résultats financiers, mais elle génère aussi, quand un film fait des entrées, elle génère aussi ce qui s'appelle le fonds de soutien automatique accordé par le CNC, qui est souvent une somme importante, mais qui est à remettre dans d'autres films. C'est-à-dire que tu ne peux pas les producteurs ne peuvent pas se faire un gros chèque. Mais par contre, ils peuvent trouver des petits frais, quoi. Des petits frais, quoi, des trucs comme ça. N'est-ce pas? Je ne disais que distributeur, mais je suppose que le fonds de soutien existe aussi pour la distribution. Il faudrait qu'on en parle un jour. Enfin, en tout cas, tu vois. Et donc, à chaque fois, nous, on avait 0 bénéfice, mais les producteurs, ils prenaient le fonds de soutien, quoi. Tout le fonds de soutien. Donc, à un moment, on s'est dit, attends... Donc à partir de Mammouth, on a dit bon, ça y est, on nous a dit des trucs. Donc on veut bien faire 50-50, mais aussi sur la production déléguée, voilà. Alors ce qui implique aussi des responsabilités, c'est-à-dire que si tu te plantes, tu y passes. Si le film perd de l'argent, tu es responsable aussi du coup. Donc tu vois, il y a les deux. En tout cas, le fonds de soutien qu'on génère nous sur des films, comme notre société s'appelle No Money Production, on le réinjecte totalement dans des films infaisables. Et donc, et qui ne sortent pas. Et en l'occurrence, si, parce qu'il y en a un qui est sorti, c'est le Near Death Experience, qu'on a fait à compte d'auteur, avec No Money Production. Donc quand même, ça fait un long métrage entier. On a réussi à faire comme ça, tourner en 10 jours dans la montagne avec un seul acteur, mais quand même, un beau projet. Et là, un film qu'on a fait avec Brigitte Fontaine à Morlaix, qui s'appelle Morlaix, qu'on a entièrement financé avec No Money Production. Voilà ce que nous faisons de notre argent. Je m'étonne aussi de ne plus trop vous voir sur les écrans, alors que Gustave, lui, on le voit beaucoup. Et sur Wikipédia, on voit que vous tourniez dans les carnets filmés de Gérard Courant.
pouvez nous en dire un petit peu sur ce projet-là? Ah non, mais le Gérard Courant, lui, c'est lui qui fait les... comment ça s'appelle si tu... Il se balade et il demande à tous les gens qu'il rencontre de faire 2 minutes. Enfin, il y a un nom, mais tu vois... Dans Wikipédia, vous êtes crédité tous les ans sur ces carnets filmés. Ah, peut-être que... Mais il vient souvent au Festival du film grolandais, donc peut-être que tous les ans je fais un petit film sans même m'en rendre compte avec lui. Enfin. Mais donc sur le fait que vous ne paraissiez pas tellement et que vous ne creusiez pas cette piste de... Ben, moi en fait, c'est parce que j'étais trop... Bon, déjà j'étais un peu traumatisé par le Michael Cull quand même. Et puis après, du coup quand on est devenu réalisateur, mais après on s'est vraiment bien éclaté sur le... Enfin c'était vraiment chouette sur Altra. Mais moi, autant je trouve que Gustave a des vraies qualités d'acteur et de mystère personnel et de sombritude comme ça qui font que il n'est pas obligé de bouger dans tous les sens pour exister. Et moi, je n'ai pas assez confiance en moi et je sais que je suis trop nerveux et que je suis pas bon, quoi. Et donc, depuis que je réalise que être comme ça peut faire foirer un film. C'est-à-dire que, puisque nous, en étant réalisateur depuis donc maintenant quelques années, depuis 2003, tu peux, sur une simple apparition dans un film, en étant mauvais, tu peux planter un film, quoi. Parce que peut-être les spectateurs sont là, c'est bien, tout j'y crois plus, quoi. Là, tout d'un coup, merde, de ta faute, tu peux planter un film. Donc depuis, je refuse... À part dans Groland, parce que j'en ai rien à foutre de planter quoi que ce soit. J'ai encore tourné hier, j'étais mort de rire. Parce que non, mais j'ai réussi à rapatrier, parce que grâce au Covid, on va pas dire merci Covid, mais on a été obligé de rapatrier des tournages en Charente, la région pour l'instant à peu près sauve. Donc du coup, je fais des tournages carrément chez moi, quoi. Donc, ma dernière question est justement sur le Covid. Est-ce que, comme plein de cinéastes, vous avez pour projet que votre prochain film soit sur le Covid et le confinement? Oh non. Et peut-être avec Gérard Depardieu? Non, ce sera surtout sauf ça, quoi. D'ailleurs, pour revenir à Groland, là, on doit commencer à écrire nos sketchs depuis la semaine dernière, donc non, c'est pas possible, on va pouvoir... tu vois, une fois que tu as fait 10 sketchs sur le Covid, c'est bon, quoi. Puis c'est un peu... c'est l'angoisse qui se régénère à chaque fois. Donc là, je pense qu'on a écrit... d'ici 15 jours, on aura écrit tous les sketchs possibles sur le Covid, et il faudra qu'on trouve d'autres solutions, hein, parce que c'est pas possible. Donc, pareil, sur les films, il suffit qu'il y ait deux cinéastes qui en aient écrit un, et puis après c'est mort, tu vas pas aller avoir 3 films sur le Covid, quoi. Il y a 2 guerres des boutons qui sortent en même temps. Ouais, voilà, il peut y avoir deux guerres des virus aussi. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.